Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Nous allons maintenant revenir sur le destin tragique de Josiane, 34 ans et mère de 3 enfants. Josiane, agent de service hospitalier à l'hôpital d'Angers, habite avec son mari et ses enfants à la Roseraie, l'un des plus grands quartiers de la ville. Mais en décembre 1982, la famille est sur le point d'exploser. Daniel, 38 ans, fait vivre un enfer à sa femme depuis des années. Quand il boit trop, il devient violent, au point que Josiane est obligée de fuir et de dormir dans des centres d'hébergement ou chez sa mère avec ses 3 enfants. Le dimanche 5 décembre, il les jette dehors une fois de plus. Et quelques jours plus tard, un drame terrible se produit. Il tue sa femme sous les yeux de ses filles. Mais là où les choses se compliquent, c'est qu'aujourd'hui, après des années de prison, on demande à ses filles de payer pour la maison de retraite de leur père. Or, c'est ce père qui a brisé leur vie, tué leur mère, et elles ne veulent plus en entendre parler. Elles vont venir nous expliquer tout ça en direct sur ce plateau dans un instant. Mais tout d'abord, voici comment cette famille a basculé dans l'horreur. Nous sommes à la Roseraie, dans l'un des quartiers les plus importants de la ville d'Angers. Le dimanche 5 décembre 1982, Daniel, 38 ans, serrurier à l'hôpital d'Angers, a encore trop bu. Il met une fois de plus sa femme et ses 3 enfants à la porte du domicile familial. Il fait déjà nuit et Josiane, 34 ans, la mère de famille, emmène ses enfants dormir chez une amie. Daniel reste seul pendant plusieurs jours. Mais Françoise, sa fille cadette de 13 ans, veut le voir. Le 11 décembre, Françoise demande à nouveau à sa mère de l'emmener voir son père. Ce jour-là, c'est la Saint-Daniel et elle voudrait lui souhaiter une bonne fête. Elle lui a même préparé un cadeau. Josiane accepte d'emmener ses filles voir Daniel. Yannick, lui, ne souhaite pas venir. Arrivée à la maison, Laurence joue dans le jardin avec le berger allemand de la famille, tandis que Françoise monte dans sa chambre pour récupérer son cadeau. En redescendant, elle voit son père agripper sa mère dans le couloir de l'entrée, puis sortir un fusil du placard. Daniel saisit le 22 long rifle à canoncier et tire un premier coup. Josiane est touchée au ventre. Au sol, elle crie à ses filles de s'enfuir. C'est alors que Daniel tire une seconde fois dans la tête. Josiane décède sur le coup. Réfugiées chez des voisins, les 2 fillettes sont en état de choc. Elles viennent de voir leur père tuer leur mère sous leurs yeux. Leur destin vient de basculer. Les 3 enfants seront placés séparément chez des frères de leur mère. Alors, comment Françoise, Laurence et Yannick feront-ils face à une telle épreuve? Et à quelle peine leur père sera-t-il condamné? Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Merci Laurence également d'être là. Vous êtes les filles de Josiane et Daniel. Françoise, c'est compliqué pour vous là de revoir ces images? Je vois que vous avez du mal à vous replonger finalement dans cette affaire. Oui. Ça va passer, c'est bon, je gère. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous en fait? C'est de revivre l'histoire. Voilà, de revoir les images. Et ces images que vous voyez, nous, on en a d'autres dans la tête. Et du coup, c'est l'émergence de tout ça qui nous emplit. Et je ne contrôle pas mes émotions. Non, mais il n'y a aucun souci, de toute façon, vous inquiétez pas. Désolée. Il n'y a aucun problème. Mais vous avez des images précises encore aujourd'hui qui vous reviennent? Surtout depuis le courrier, oui. Jusque-là, si vous voulez, il y a eu 36 ans qui se sont écoulés. En 36 ans, j'ai réussi, on a réussi à se reconstruire à peu près. Enfin voilà. Et le problème, c'est que la venue de ce courrier qui a fait irruption dans notre vie nous a rebalancé au 11 décembre 1982 et c'est très violent. Et surtout, ce dont je ne m'attendais pas, c'était de revivre tout ça. C'est-à-dire pour moi, c'était vraiment loin. J'étais capable d'en parler, de parler de ce qui s'était passé à peu près sereinement. Je veux dire, sauf que du coup, là, comme c'est assez récent, je me suis réenveloppée des émotions, de
cette journée. Vous aviez fermé la porte et en fait, ce courrier dont on parlera dans un instant, finalement, a réouvert cette porte avec tout cet afflux d'émotions qui revient pour vous. Laurence, vous ressentez la même chose? Oui, tout à fait. Ça nous a replongé 36 ans avant cette journée du 11 décembre. Vous vous souvenez de quoi, de ce jour-là? Je me souviens alors de ma jeunesse, je me souviens de rien du tout, sauf de ce jour-là. Vous vous souvenez de quoi, précisément? De tout. De jouer dans le jardin, de lever la tête, les cris, tout. Voilà. C'était quelque chose que j'avais enfoui. Et quand on a reçu le courrier, je pense que tout ce qu'on a reconstruit, c'est vraiment compliqué et dur à gérer. Mais quand vous dites j'avais réussi à me reconstruire, ça veut dire que c'est quelque chose que vous aviez exclu de votre mémoire? Oui. Ou que vous arrivez à gérer? Ça se passait comment dans votre tête? C'était exclu. C'est-à-dire vous n'y pensiez jamais? Pratiquement. À cette journée, jamais. Jamais? Non. Et quand vous repensez à votre enfance? J'ai pas vraiment de souvenirs. Vous n'avez aucun souvenir? Non. Avant cette journée, j'ai très peu de souvenirs. Ma sœur m'en raconte. Mais j'ai... Des plus rigolos. Vous parlez, vous, parfois, de cette époque? Ça nous est arrivé depuis qu'on s'est vus, oui, de reparler d'anecdotes de notre enfance. Mais en aucun cas, on s'est aperçu avec Laurence qu'on n'avait jamais évoqué ce jour-là. Françoise, quand son père tue sa mère, oui. Comment on arrive à se construire derrière? Je me suis dit que j'étais une survivante. C'est-à-dire que je pense, en tout cas pour ma part, que j'ai mis longtemps à apprendre à vivre. J'ai d'abord survécu et ensuite je commence à vivre. Et le problème, c'est que je commençais à vivre depuis pas si longtemps que ça, en fait. Ça vous a mis combien de temps vous avez mis pour recommencer à vivre, comme vous le dites, avec vos mots? Longtemps. Longtemps. J'ai fait une psychothérapie pendant 9 ans, à ma demande, quand j'ai eu l'âge de ma mère, en fait. Parce que ça aussi, on y pense. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est l'âge qu'elle avait. J'ai 3 enfants aussi, la même famille, un fils aîné, 2 filles. Moi, c'est vrai que j'associe tout le temps tout à ma vie d'avant. Qu'est-ce qui est le plus dur, au fond? C'est que votre mère ait été tuée ou que le meurtrier soit votre père? Je pense que il n'y a pas de plus dur, c'est dur. C'est-à-dire que notre mère est morte. C'est vrai que d'autres enfants ont malheureusement perdu leur maman ou leur papa d'une autre façon. L'assassinat est terrible, je pense. L'assassinat par votre père, en plus. C'est pire. Oui. Bah oui, quelque part, oui, en fait. Oui. Parce qu'on avait confiance. Enfin, je veux dire, en tout cas, moi, j'étais assez... Oui, ça, quand même. Oui. Après, ça vous a rapproché, toutes les deux, Laurence? On était déjà proches avant. Ça a renforcé peut-être ce lien entre vous? Oui. Oui, ça a renforcé parce que... c'est la première fois qu'on se raconte cette journée. Depuis ce courrier. On ne se l'était jamais raconté avant, donc... Votre père, il existe encore pour vous? Ah non. Je parle plus d'un géniteur que d'un père. Et vous? Pareil. Vous dites jamais papa quand vous parlez de lui? Non, papa, non, mais c'est horrible. Rien que qu'on me dise ce mot-là, ça me glace. C'est pas concevable non plus. Enfin, c'est pas un mot qui m'appartient. Ce n'est plus un mot qui ne m'appartient. Qui ne m'appartiendra plus jamais. C'est terrible, en fait, de se dire que c'est un mot qu'on pourra jamais prononcer. Jamais plus. Non, on le prononce quand même. Par exemple, je sais pas, moi... Si j'ai une amie qui vient avec son petit enfant, je dis, va voir ton papa. Je le dis. Je le dis pas pour moi, je le dis pour d'autres. Il m'appartient pas à moi, c'est tout. Il y a cette fameuse lettre, donc, que vous avez reçue, puisque votre père a fait de la prison, il a fait 9 ans de prison. Il est sorti de prison, aujourd'hui il est dans un EHPAD, il est dans une maison de retraite, on va dire, pour simplifier. Et on vous a demandé de payer pour cette maison de retraite. Quand vous avez reçu cette lettre, qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Alors quand on a reçu cette lettre, on a été très... C'est ma sœur qui l'a reçue en premier. Donc elle m'a tout de suite appelée. Elle était dans un état vraiment... Enfin, elle était décontenancée, on peut dire. C'était vraiment la chose... Je pense qu'on s'y attendait. On s'y attendait de recevoir un jour une lettre, mais... Je sais pas, c'est... Vas-y. Pas une demande de payer, en tout cas. Non. Pour lui. Non. Vous n'avez plus jamais eu de contact avec lui? Non. Si, moi. Non? Vous avez eu un contact? À quelle occasion? J'ai changé de tuteur à 16 ans. Avec l'AS, il m'a été glissé son adresse subrepticement dans la main pour pouvoir lui... Je pense qu'on pensait que c'était bien pour moi que j'ai un contact avec lui à cette époque-là. Je lui ai écrit en prison, je suis allée le voir également en prison. Je l'ai même hébergé quelques semaines à sa sortie de prison. Parce que j'étais seule, déconstruite et pas bien, et que j'avais besoin d'un... Je pensais que j'avais besoin de lui. Et que du coup, voilà. Et le souci, c'est qu'il m'a détruite une deuxième fois. C'est-à-dire que le personnage auquel j'ai eu affaire était juste centré sur lui-même. Il pleurait sa vie d'avant. Il me disait, tu peux pas comprendre, je n'ai plus de maison, plus de famille, plus de femme. Je lui dis, bah, tu es quand même un petit peu tué. Enfin... Vous lui disiez comme ça, ouais, avec ces mots-là? Ah bah oui, bah non, bah attendez, je veux bien être gentille, enfin, je suis gentille, mais non, je lui ai demandé de quitter, enfin de partir. Voilà, je lui ai dit, pars, attends, il a tout fait pour essayer de rester chez moi. Je l'ai mis à la porte. J'ai eu peur après qu'il vienne me faire du mal pendant longtemps. Après tout, je le jetais comme ma mère l'avait fait. Et depuis, vous n'avez plus jamais eu de contact avec lui? Si, il a essayé de m'appeler, jusqu'au jour où je me suis retrouvée en train de vomir, parce qu'il avait encore frappé une femme et qu'il avait été mis en HP. Et j'ai dit plus jamais, je veux plus de nouvelles. Il est toxique, loin de moi, quoi. Du coup, j'ai plus voulu entendre parler de lui. Aujourd'hui, s'il vous appelle, vous refusez de répondre? Oui, il faut me protéger. Le problème, c'est que je serais capable de... C'est pour ça que je ne veux pas du tout de contact, parce que j'ai pas envie. Juste, maître Delphine Meillet, on leur demande de payer parce qu'en fait, les enfants ont un dû, finalement, vis-à-vis de leurs parents, c'est ça? Oui, que dit la loi? La loi dit que tout enfant a une obligation alimentaire à l'égard de ses parents. C'est-à-dire que si ses parents sont dans le besoin, les enfants ont l'obligation de les aider à hauteur de leurs propres moyens. Mais ça, c'est le principe. Il y a des exceptions. Et la loi prévoit des exceptions. Dans un cas comme votre père, il a manqué à ses obligations naturelles. Et vous seriez, si vous transmettez ce courrier à un juge qui vous contraindrait à payer, eh bien, immédiatement, on supprimerait cette dette qui est légale, mais qui donc prévoit des exemptions quand les parents se comportent mal à l'égard de leurs enfants. Vous en êtes où aujourd'hui, dans cette volonté de ne pas payer? Moi, ce que je veux dire, je ne reviens pas sur l'obligation alimentaire, puisqu'effectivement, il existait un article, et il existe toujours, du fait qu'on ne doit pas payer. Je reviens sur l'impact de ce courrier qui nous a été adressé en connaissance de cause, et malgré tout, on l'a pris en pleine figure. Et c'est, en fait, aujourd'hui, notre combat, c'est l'impact psychologique que ce genre de courrier peut avoir. Et de dire à l'administration, faites attention. Oui. Voilà. Faites attention quand vous envoyez ce genre de courrier, parce que dans des cas comme les vôtres... Il le savait, le département était au courant, de notre situation et a fait le choix, parce que c'est un choix quand même, de nous envoyer ce courrier. Il aurait pu faire le choix de classer l'affaire comme le préconisait l'UDAF. Le préconisait l'UDAF. Nous avons les preuves de ça. Ils ont choisi de nous interpeller quand même, après avoir été demandé aux impôts nos revenus, de voir que nous étions solvables. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour en revenir à l'article 207, heureusement qu'il existe cet article, mais nous, ce qu'on propose, c'est que cet article puisse être, être saisi par des enfants comme nous devenus grands, avant d'être interpellés par ce courrier, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas, on est obligé d'attendre ce courrier pour saisir cet article, pour dire stop. Notre souhait,
un de nos souhaits, c'est de pouvoir dire à l'enfant devenu grand, de les informer, de leur dire, voilà, quand vous êtes prêt dans votre vie psychologiquement, quand vous êtes reconstruit, allez saisir le JAF, faites inscrire ce parent dans un fichier qui serait créé, un fichier national, de façon à ce que les administrations soient obligées d'aller regarder ce fichier national avant d'aller interpeller un enfant comme nous. Un enfant... pour qu'il n'y ait pas l'impact psychologique de recevoir cette lettre un jour, d'ouvrir son courrier, de se retrouver face à ça, parce qu'on voit les dégâts que ça fait, on sent à quel point, on le voit sur ce plateau, à quel point ça vous fait souffrir aujourd'hui, alors que vous aviez réussi à vous reconstruire, vous aviez réussi à construire votre vie. Votre père vous regarde peut-être là? Peut-être. Vous y pensez? Non. Absolument pas. Merci Françoise. Merci Laurence. Merci. Merci à toutes les deux d'avoir été en direct avec nous. Sur ce plateau, c'est la fin de cette quotidienne de Crimes et Faits divers. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce soir à 20h55, on se retrouve sur Énergie 12 pour votre magazine Crime avec 2 affaires inédites se déroulant en Ile-de-France. 20h55. Et nous, on se retrouve demain en direct à partir de 13h35 pour revenir sur de nouvelles histoires vraies. À demain. Et d'ici là, soyez prudents.